Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce 30e épisode de La Page Sensible, je vais vous parler d'un roman ado qui a déjà 20 ans, mais que je viens de lire pour la première fois avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion et quelques rires jaunes. C'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit, de l'auteur britannique Mark Haddon. Le roman raconte l'histoire de Christopher, un jeune de 15 ans qui a des traits autistiques bien marqués et qui décide de mener l'enquête sur l'assassinat du chien de sa voisine. Christopher nous raconte lui-même son histoire, avec ses mots à lui et sa perception très particulière du monde qui l'entoure. Et il entrecoupe le tout de ses problèmes de maths préférés, parce que, why not en fait, hein, c'est lui qui écrit, donc il fait ce qu'il veut. C'est ce qu'il appelle son roman policier. Il dit voilà, je vous écris un roman policier. Et j'ai eu un coup de cœur immédiat pour ce livre qui est à la fois drôle, étrange, touchant, un peu entre une parodie de polar et un roman d'apprentissage. Ensuite, côté écriture, je vous raconterai comment une lettre de refus que j'ai reçue juste après l'enregistrement du dernier épisode, donc oui, je pense une semaine, donc ça fait déjà 2 mois que je l'ai reçue, et comment cette lettre de refus, pour la première fois, m'a fait chialer. Oui, ça m'a un peu brisé mon petit cœur tendre de jeune autrice, et donc voilà, je vous raconterai pourquoi cette lettre de refus-là, elle était plus difficile à recevoir que les autres, comment je m'en suis remise, évidemment, ce que j'ai fait pour rebondir, et puis je vous parlerai aussi de la réécriture en cours de mon 2e manuscrit. Côté lecture, aujourd'hui on va donc parler de ce livre, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, un titre apparemment inspiré d'une réplique de Sherlock Holmes pas dans Le chien des Baskerville, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais dans une je sais plus quelle nouvelle, que je n'ai pas lue. C'est un livre de Mark Haddon, qui est un auteur britannique, qui est plutôt spécialisé dans la jeunesse, même s'il a aussi écrit pour le théâtre, et c'est son livre le plus connu, il est sorti en 2003. Moi, je connaissais pas cet auteur de nom, Mark Haddon, ça me parlait pas. Par contre, ce titre, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, je l'avais déjà entendu. Peut-être que vous aussi, ça vous parle, ça se trouve, vous l'avez aussi déjà lu. Et en fait, quand j'étais en train de le lire, j'ai mon amie Maud, ma meilleure amie du lycée, qui m'a dit « Bah oui, bien sûr, je l'ai lu au lycée, je me souviens, je te l'avais recommandé. » Et bon, apparemment, à l'époque, j'avais pas écouté sa recommandation parce que moi, je l'avais jamais lu. Et donc je l'ai vraiment très récemment lu et beaucoup aimé. C'est un livre donc britannique, mais qui a été traduit en français par Odile Demange chez Nil Éditions, et qui raconte donc, comme je disais en intro, l'histoire de Christopher, 15 ans, qui est un autiste Asperger et fan de Sherlock Holmes, et qui retrouve en fait le chien de sa voisine embroché par une fourche de jardinage, donc sur la pelouse de la maison d'à côté. Et donc c'est clairement un assassinat, et il décide de mener l'enquête pour découvrir qui est le coupable. Moi, tout de suite, déjà, dès le pitch, en fait, j'étais embarquée parce que ça vient nourrir à la fois mon amour des romans policiers un peu rigolos, un peu décalés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien les enquêtes, mais quand il y a un ton assez léger. Je suis moins thriller parce que je suis un peu chochotte. Mais j'aime bien comme on appelle les cozy mysteries, tout ça, tous les polars un peu sympas, quoi. Le thème de l'autisme, ça me parle énormément aussi. C'est vraiment un sujet auquel je m'intéresse beaucoup depuis pas mal d'années, sur lequel j'ai pas mal lu. J'ai été très marquée quand j'étais ado, justement, par la lecture d'un livre écrit par un autiste Asperger qui s'appelle « Je suis né un jour bleu ». Ce livre m'avait beaucoup marqué. Et puis aussi, ça vient nourrir un petit peu mon amour récemment renouvelé pour le genre du young adult, c'est-à-dire les romans pour les jeunes adultes, grands ados, que je redécouvre en fait depuis quelques temps. Vous avez dû le remarquer si vous écoutez régulièrement le podcast. Je me rends compte qu'il y a toute une manne de littérature pour grands ados qui me plaît énormément à moi en tant qu'adulte et que je redécouvre depuis quelques temps. Avant de vous en dire un petit peu plus sur ce qui me plaît dans ce livre, j'aimerais bien vous lire un court extrait. C'est donc au début du livre, parce que forcément, avec une enquête, c'est facile de se faire spoiler, surtout qu'il y a pas mal de retournements dans cette histoire et de choses assez surprenantes. On en reparlera après. Et donc là, voilà, je vous lis le début du chapitre 11, mais comme les chapitres sont extrêmement courts, déjà, c'est vraiment au début du livre, et en plus, le chapitre 11 n'est pas le 11e chapitre,
Parce que figurez-vous que tous les chapitres sont numérotés par les nombres premiers. Alors, c'est là que je vais vous montrer que je connais pas les nombres premiers, mais je crois que ça fait genre 3, 7, 11. Donc en réalité, c'est le 3e chapitre. Parce que oui, les nombres premiers, c'est les nombres qui peuvent être divisibles que par eux-mêmes et par 1. Enfin bref, voilà, c'est un peu une petite marque qui montre que c'est Christopher qui écrit son propre livre, il adore les nombres premiers, donc lui, il a décidé que les chapitres seraient numérotés par les nombres premiers. Ben why not, en fait, hein. Voici donc le chapitre 11, qui est en réalité le chapitre 3. Enfin, le 3e chapitre. Et puis la police est arrivée. J'aime bien les policiers. Ils ont des uniformes et des numéros, et on sait ce qu'ils sont censés faire. Il y avait une policière et un policier. La policière avait un petit trou dans ses collants à la cheville gauche et une égratignure rouge au milieu du trou. Le policier avait une grande feuille orange collée à la semelle de sa chaussure qui dépassait d'un côté. La policière a pris Mrs. Shears par les épaules et l'a raccompagnée dans la maison. J'ai levé la tête. Le policier s'est accroupi à côté de moi. Il a dit « Et si tu me racontais un peu ce qui se passe ici, jeune homme ?» Je me suis assis et j'ai dit « Le chien est mort. » Il a dit « C'est ce que j'ai cru comprendre ?» J'ai dit « Je pense que quelqu'un l'a tué. » Il a demandé « Quel âge as-tu » J'ai répondu « J'ai 15 ans, 3 mois et 2 jours. » Il a demandé « Tu pourrais me dire ce que tu faisais dans ce jardin ?» J'ai répondu « Je tenais le chien. » Il a demandé « Et pourquoi ?» C'était une question difficile. J'avais envie de le faire, j'aime bien les chiens, j'étais triste que le chien soit mort. J'aime bien les policiers aussi, et je voulais répondre correctement à cette question. Mais il ne m'a pas laissé le temps de trouver la bonne réponse. Il a demandé « Pourquoi est-ce que tu tenais le chien ?» J'ai dit « J'aime bien les chiens. » Il a demandé « C'est toi qui l'as tué ?» J'ai dit « Ce n'est pas moi. » Il a demandé « Et cette fourche, elle est à toi ?» J'ai dit « Non. » Il a dit « Tu m'as l'air drôlement secoué. » Il posait trop de questions, et il les posait trop vite. Elles s'empilaient dans ma tête comme les miches de pain dans l'usine où travaille oncle Terry. C'est une boulangerie industrielle, et il s'occupe des machines qui coupent le pain en tranches. Des fois, la trancheuse ne va pas assez vite, mais les pains continuent à arriver et ça provoque un bourrage. Parfois, je pense que mon cerveau est comme une machine, mais pas forcément comme une trancheuse. Ça me permet de mieux expliquer aux autres ce qui se passe à l'intérieur. Le policier a dit « Il va bien falloir que tu me racontes. » Je me suis roulé en boule sur la pelouse, j'ai mis mon front par terre et j'ai fait le bruit que père appelle grogner. Je fais ça quand ma tête reçoit trop d'informations du monde extérieur. C'est comme quand on est inquiet, qu'on tient la radio contre son oreille et qu'on la règle à mi-chemin entre 2 stations de manière à ne capter que du bruit blanc. Alors on met le volume à fond pour couvrir tout le reste et on sait qu'on est en sécurité parce qu'on n'entend rien d'autre. Le policier m'a pris par le bras et m'a relevé. Ça ne m'a pas plu qu'il me touche comme ça. Alors je l'ai frappé. Voilà, le chapitre 11 se termine là-dessus. On enchaîne ensuite avec le chapitre 13, toujours dans cette même logique des nombres premiers. Et je sais pas vous ce que vous en penserez si vous le lisez ou ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Mais moi, quand j'ai lu ce livre, avec cette espèce de voix de narrateur qui décrit, qui nous explique un petit peu ce qui se passe dans sa tête, là c'est un exemple qu'on trouve dans ce chapitre-là, mais il le fait pas tout le temps, évidemment. Mais voilà, c'est aussi parce que c'est le début du livre, donc il nous montre un petit peu comment ça fonctionne dans sa tête. Je me suis dit... Waouh, qu'est-ce que c'est bien documenté. Oh là là, je me demande si l'auteur, Mark Haddon, a fait énormément de recherches pour préparer ce livre. Et du coup, dès que j'ai fini de lire et que je me suis tout de suite dit, comme il m'avait beaucoup plu que j'allais faire un épisode de podcast dessus, je me suis noté dans mes notes, oh là là, allez voir ce que l'auteur a fait comme recherche. Parce que c'est tellement réaliste, waouh. Et en fait, quand j'ai fait des recherches pour préparer cet épisode de podcast, j'ai vu que l'auteur avait avoué lui-même qu'il a fait très très peu de recherches pour préparer ce livre, et même il conseille que si on s'intéresse à l'autisme et qu'on a envie d'en savoir plus, de lire des livres réellement écrits par des auteurs et autrices qui ont des traits du spectre autistique ou qui sont Asperger, même si apparemment ce terme est remis en cause. Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit tiens, c'est drôle, je sais pas trop quoi en penser. Je crois que j'aurais bien aimé qu'à la fin du livre, parce que moi je lis toujours tout, j'adore lire les remerciements et tout ça, et j'aurais apprécié qu'à la fin ou au début du livre, il y a une petite note de l'auteur ou de la maison d'édition qui disent voilà, ce livre n'a pas de prétention à... Ce livre n'a pas fait l'objet de beaucoup de recherches. Et voilà, exactement ce que l'auteur a dit par la suite, en fait, en interview, quoi. Et en même temps, ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que c'est un roman. Quand on lit un roman, on lit pas un essai, on lit pas un documentaire, on lit de la fiction. Et finalement, ce qui fait la valeur d'un roman, c'est aussi la vraisemblance. Et là, moi, je suis complètement tombée dans le panneau. C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, c'est sûr, il a dû faire des tonnes de recherches, c'est incroyable, on voit qu'il s'y connaît de ouf. Et donc, finalement, je salue quelque part la technicité d'avoir réussi à me donner cette impression-là. Et en même temps, je suis un petit peu dérangée. Bon, voilà, je sais pas trop ce que j'en pense.
Et d'ailleurs, ça rejoint peut-être une petite critique que j'aurais sur ce livre, c'est que par rapport à l'autisme, et notamment aux personnes dites Asperger, et surtout à l'époque, il y a 20 ans, en 2003, j'ai trouvé qu'il y avait des choses un petit peu clichés. Bon voilà, c'est un garçon, il adore les maths, il rêve d'être astronaute, ça fait un peu Rain Man en fait. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'il y avait cette vraisemblance pour moi, c'est que quelque part, c'est venu renforcer des clichés que j'avais déjà. Et bon, voilà. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Mais en même temps, ça me permet de faire une transition sur pourquoi j'ai aimé ce roman. Et une des raisons pour lesquelles je l'ai aimé, c'est que justement, il y avait des choses qui venaient aussi casser ce cliché-là. Et notamment le fait que Christopher, il grandit dans une famille très très modeste, monoparentale, il est juste avec son père, donc il nous dit voilà que sa mère est décédée, et en fait son père il est complètement dépassé, et il est pas très bon dans la gestion de son fils autiste. Et c'est assez touchant. Il y a quelque chose de pas manichéen du tout, c'est-à-dire que le père, on voit qu'il est très imparfait, qu'il galère, en même temps il n'est pas diabolisé. Donc il s'impatiente, il dit des gros mots, parfois même il va être un peu violent dans ses paroles, dans ses gestes. Et en même temps, en face de lui, il a aussi beaucoup de violence de la part de Christopher, parce que, comme vous avez vu dans l'extrait que j'ai lu, Christopher, quand il y a quelque chose qui l'agresse, il tape. Et il peut être lui-même assez dangereux. Et donc j'ai trouvé que ça, c'était une approche un peu différente. Enfin moi j'avais l'impression d'avoir pas trop eu cette approche-là, de dire c'est pas « Oh, le pauvre petit garçon handicapé », c'est non, c'est un petit gars qui se défend et qui peut potentiellement lui-même être dangereux. Et c'est toute la subtilité de ce livre, c'est ce narrateur extrêmement décalé qui est très touchant, qui est très attachant. Et moi, ça m'a rappelé 2 livres que j'ai déjà chroniqués dans ce podcast, qui sont Âge tendre de Clémentine Beauvais et La vie devant soi de Romain Gary. Donc voilà, ces espèces de narrateurs très jeunes qui parlent avec cette voix où il y a une certaine naïveté qui est très très touchante. Et en même temps, voilà, Christopher, par certains aspects, il n'est pas du tout sympathique. Il fait des choses qui sont moralement pas OK. Et j'ai trouvé très intéressant comment l'auteur nous amène dans ce paradoxe-là et nous prend la main et nous amène dans cette psyché très particulière. Il a vraiment un attachement aussi à nous décrire les choses telles que le héros les verrait. Par exemple, il va jamais nous dire tel personnage avait l'air en colère. Il va pas utiliser le mot de la colère parce que, en fait, Christopher ne reconnaît pas les émotions. Par contre, il va nous décrire des détails infimes des expressions et sans mise en contexte. On doit tout déduire de nous-mêmes. Donc il va nous dire il a serré ses poings et ses sourcils ont fait je sais pas quoi. Ce jeu de déduction qu'on doit faire, c'est comme une petite énigme à chaque fois. C'est finalement très intéressant, moi je trouve, parce qu'on est en plein dans ce que les Anglais appellent le show don't tell. C'est un des grands principes de l'écriture créative, c'est qu'on ne doit pas dire les choses, on doit les montrer. On ne doit pas dire Bidule est en colère, mais Bidule serra les poings. C'est beaucoup plus puissant, ça vient chercher les choses beaucoup plus profondes dans notre subconscient de lecteur ou de lectrice. Et ce qui est très donc paradoxal, c'est que cette plongée dans la psyché de Christopher, ça crée une très forte empathie pour ce personnage, alors que lui en est complètement dépourvu. On comprend ce qu'il vit, on voit sa difficulté, et en même temps, il fait des choses répréhensibles, mais on lui en veut pas. Enfin, moi, en tout cas, en lisant, je lui en voulais jamais, parce que en fait, dans sa tête, tout est logique, tout est cohérent, et quelque part, on se dit, bah oui, s'il agit comme ça, c'est parce qu'il avait pas le choix. C'est-à-dire, il m'a touché, j'aime pas qu'on me touche, je tape. Et il y a quelque chose finalement qui est pas immoral, qui relève d'une espèce de logique. C'est vraiment intéressant. Enfin, je vous recommande, si vous l'avez pas lu, de le lire. C'est dépaysant. Moi, j'aime bien ce côté très dépaysant de voir quelqu'un qui pense très très différemment. Et Mark Haddon, je sais pas du coup à quel point c'est réaliste, à quel point ça colle à une réalité. Mais finalement, c'est pas très important. Ça pourrait être un androïde ou un extraterrestre. C'est juste cohérent sur l'ensemble du roman. On y croit, ça fonctionne. Et c'est très intéressant d'être plongé dans cette logique très différente et en même temps de se sentir quand même attaché au personnage. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée dans ce livre, c'est l'aspect très méta, c'est-à-dire que Christopher est tout le temps en train de faire des commentaires sur le fait qu'il est en train d'écrire un livre policier. Il dit, par exemple, là, je mets une description parce que Siobhan, qui est sa prof, m'a dit qu'il fallait parce que sinon c'est trop sec, et il met des petites notes de bas de page. Puis comme je disais dans l'intro aussi, des fois, il se dit tiens, Siobhan m'a dit qu'il fallait mettre un peu de gaieté et mettre des choses que j'aime bien dans le livre. Du coup, je vous mets mon problème de maths préféré. Et donc, il nous met un problème de maths. Mais c'est un vrai problème de maths qu'il y a dans le livre, quoi. C'est-à-dire qu'il pousse le truc à fond, en fait. Et ça a un effet comique qui fonctionne super bien. À un moment, il dit moi, les blagues, je comprends pas trop, mais j'en ai entendu une, je vous la mets. Moi, je la comprends pas, mais il paraît qu'elle est drôle. Enfin, des choses comme ça.
Puis il y a plein de petites originalités, donc je vous parlais des chapitres numérotés par les nombres premiers, mais il y a aussi des jeux sur la typographie, il y a des images qui sont insérées. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le young adult, que moi j'apprécie énormément. Je trouve que ça vient enrichir le roman. Et j'aimerais qu'on se l'autorise plus dans la littérature générale, la littérature adulte aussi. Je trouve que ça vient vraiment enrichir l'expérience de lecture. Et parmi les choses que Christopher vient ajouter et qui relèvent vraiment de ses intérêts, ce qu'on appelle les intérêts spécifiques des personnes autistes qui vont avoir des choses qui les obsèdent quelque part ou en tout cas qui vont adorer et sur lesquelles ils vont s'y connaître à fond de fond, ben lui, il a beaucoup de réflexions existentielles en fait. Il va parler de la théorie de la relativité, il va parler de la place de notre galaxie dans l'univers, il va parler des étoiles, il va parler de l'évolution. Et en fait, moi, j'ai appris plein de trucs en lisant ce livre. Vraiment, j'ai appris des choses. Il faut dire que c'est que des sujets que je connais très mal, que je ne maîtrise pas. Et ça m'a énormément fait réfléchir. Pendant que je lisais le livre, des fois, je relevais la tête et je réfléchissais pendant 5 ou 10 minutes au sens de l'espace et du temps. Et voilà, donc du coup, c'est un livre qui a tous ses abords un peu simples, un peu même comiques. Et ben en fait, c'est un livre qui a énormément de profondeur. Et en plus de ça, donc là, je vous ai beaucoup parlé de la forme finalement, mais aussi une très bonne intrigue. Il y a beaucoup de suspense, il y a du mystère, il y a des retournements. Ça fonctionne très bien. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas vu venir les retournements de situation du tout. J'ai pas vu venir la fin. J'ai trouvé que c'était très bien mené. Et puis aussi, il y a énormément d'émotions diverses. C'est un livre qui est contrasté. Des fois, ça fait rire et des fois, ça fait vraiment de la peine. Des fois, on a de la peine pour ce personnage parce qu'on voit qu'il est dans des situations très difficiles et ça serre le cœur. Et en même temps, des fois, on a envie de rire. Des fois, c'est un rire nerveux. Il y a aussi beaucoup de curiosité qui est contactée parce que voilà, il y a du mystère. Donc, c'est un livre, moi, qui m'a fait passer par plein d'états émotionnels divers. Et vraiment, ouais, je le trouve super et vraiment, je vous le recommande. Côté écriture, il est donc temps que je vous fasse un petit bilan des 2 derniers mois parce que il s'est écoulé, oui, à peu près 2 mois depuis le dernier épisode que j'avais enregistré début décembre. Et là, on est le 10 février quand j'enregistre. Quand j'avais enregistré le dernier épisode, c'était la veille de mon départ pour Paris et je vous disais que j'allais aller au salon de Montreuil, qui est le plus grand salon de littérature jeunesse en France. Et je vous disais, oh là là, il va y avoir plein de maisons d'édition à qui j'ai envoyé mon manuscrit. Et notamment, je savais qu'il y avait le stand d'une maison d'édition qui m'avait contacté fin septembre en me disant « Oh là 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 là, on adore le début de votre roman, est-ce qu'il est toujours disponible ?» Et j'avais dit oui, bien sûr, il est toujours disponible. Et les 2 dames de la maison d'édition m'avaient dit, c'était la dame du comité de lecture et l'éditrice de la collection à qui j'avais adressé mon manuscrit. Donc c'est une collection spécifique dans cette maison d'édition, une collection justement Young Adult. Et ces 2 personnes m'avaient dit trop bien, et bah écoutez, on va le lire, on va s'en parler en équipe et on revient bientôt vers vous. Mais en tout cas, vraiment, on adore le début. Et elle m'a fait plein de compliments sur le début. Et donc, je vous avais raconté dans un précédent épisode de podcast à quel point j'étais excitée comme une puce en recevant ce mail. Et puis qu'après, les semaines passant, l'excitation était retombée, avait laissé place à la peur, à me dire « Ouh là là, et si elles aimaient pas la suite ?» Et donc, quand j'ai enregistré le dernier épisode, je me disais, si ça se trouve, à Montreuil, je vais les croiser. Je leur ai même écrit un petit mail quelques jours avant pour leur dire « Ah, peut-être, je sais pas si vous serez sur le stand, mais je passe à Montreuil vendredi après-midi, peut-être qu'on se verra. » Et puis, j'avais pas eu de réponse, mais bon, j'avais écrit un petit peu à la dernière minute. Bon, alors du coup, je suis allée à Montreuil. C'était très difficile pour moi parce qu'il y avait énormément de foule, énormément de bruit. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec la foule, beaucoup de mal avec le bruit. Donc, j'ai fait tout le salon avec des boules dans les oreilles. Ce qui n'était pas super pour des échanges spontanés, mais de toute façon, il y avait tellement de monde. Puis j'étais le vendredi après-midi, et en fait, il y avait le vendredi, c'est les jours où ils reçoivent les classes, donc il y avait plein de classes. Un bruit dans ce gym, enfin, je dirais gymnase, pas gymnase, mais dans ce grand bâtiment. Et donc, je n'ai pas vu ces éditrices. Toutes les personnes que j'aurais voulu croiser étaient pas là le vendredi après-midi, en fait. Elles étaient plutôt là le samedi, le dimanche. Donc bon. C'était un peu une déception. J'étais quand même contente d'aller sur le salon parce que j'ai vu plein de beaux livres. Je me suis acheté des albums, voilà, parce que j'adore aussi les albums jeunesse. Donc je me suis acheté 2 beaux albums pour moi, même pas pour offrir. Mais bon, c'était un peu décevant. Et en fait, après, je suis rentrée chez moi. Et quelques jours après, le vendredi soir, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai attrapé le Covid en fait. Donc je suis rentrée chez moi de Paris. Je commençais déjà à être bien malade. Et donc, je me suis retrouvée confinée chez moi, pas pouvoir aller bosser, avoir personne. J'habite toute seule. C'était le début de l'hiver, début décembre. Il faisait très sombre.
C'était déjà assez déprimant et désagréable comme situation. Et là, vendredi soir, au moment de... J'avais un peu traîné, je sais pas ce que j'avais fait, j'ai regardé un film ou quoi. Mais vers minuit, je vais pour éteindre mon ordi avant d'aller me coucher, donc il est déjà tard. Et là, je vois que j'ai reçu un mail. Et c'est vraiment pas de chance que j'ai vu ce mail à ce moment-là, parce que jamais je regarde mes mails à minuit d'habitude. Et je vois que c'était un mail de cette maison d'édition-là. Et donc la réponse... en fait, le mail est arrivé dans l'après-midi, mais je sais pas, je l'avais pas vu. J'avais pas regardé mes mails de l'après-midi. Et je l'ouvre. Et donc, c'était un mail de refus. Et jusqu'à présent, chaque fois que j'ai reçu un refus, je vous ai dit « Oh là là, même pas mal. Bah dis donc, si c'est comme ça à chaque fois, c'est super. » Et jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais réussi à me blinder pour que ça me fasse rien ou quasiment rien de recevoir des refus. Mais là, peut-être parce qu'il s'était écoulé 2 mois et demi depuis ce premier mail très enthousiaste, peut-être aussi parce que c'est vraiment une maison d'édition dont j'admire beaucoup, beaucoup le travail, ben je m'étais projetée. Sans m'en rendre compte, je m'étais projetée et j'étais extrêmement, extrêmement déçue. Vraiment de ce refus. Et ça m'a fait très, très, très mal. J'étais effondrée. J'ai chialé, mais comme un bébé. J'étais très triste, très, très triste, très, très déçue. J'étais très... Ça m'a fait très mal. J'ai eu l'impression... je me suis sentie très rejetée, en fait. L'impression que j'avais pas ma place, que j'étais pas à la hauteur. Enfin, ça a réveillé tous les doutes que j'avais tant travaillé à essayer d'atténuer un petit peu pour arriver à envoyer mon manuscrit. Et voilà, il faut dire aussi que j'étais fatiguée, que j'avais Covid, que ça faisait plusieurs jours que j'avais pas vu un seul être humain. Que moi, mon premier réflexe quand il y a quelque chose qui m'arrive de contrariant, c'est d'appeler les gens parce que j'ai besoin d'en parler et je me sens beaucoup mieux en parlant. Mais là, il était minuit, donc je pouvais appeler personne parce que j'avais pas envie de réveiller les gens. Donc ça a été vraiment une nuit abominable. J'en ai rêvé la nuit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, que me suis rappelé de... Donc bon, c'était dur, surtout que voilà, c'était le vendredi soir et je savais que j'allais encore passer un week-end entier toute seule chez moi, à voir personne, en étant malade, trop malade pour faire des activités, pour me distraire, donc juste horrible quoi. Vraiment, ça ne pouvait pas arriver à un pire moment. Bon, ceci étant dit, qu'y avait-il dans ce mail de refus ? Finalement, il y a aussi des choses très positives. Hein. Déjà, c'était un long mail et je l'ai imprimé et il fait une page entière, voilà, c'est une page Word entière. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu aux 2 personnes qui me l'ont adressé, c'est que j'appréciais énormément qu'elles aient pris le temps de me faire des retours aussi détaillés. Elles ont vraiment, vraiment pris le temps. Et c'était un mail un peu étrange à lire pour moi, avec une certaine dissonance. Ça me faisait un truc un peu bizarre dans le cerveau, parce qu'il y avait à la fois des très, très gros compliments, des choses qu'ils avaient trouvées super géniales, et aussi des très grosses critiques, et où finalement elles ne mâchaient pas leurs mots. Vraiment, elles disaient les choses de façon assez brute. Et en même temps, les compliments étaient vraiment très, très élogieux. Donc, quelque chose d'assez déroutant pour moi. Sur le moment, de toute façon, quand je l'ai vu le vendredi soir à minuit, je l'ai lu en diagonale, j'ai vu que c'était un nom et j'ai pas réussi à le lire en entier. Et c'est dans les jours suivants que j'ai réussi à prendre le temps, prendre une grande inspiration, après en avoir parlé au téléphone avec ma famille, mes amis, que j'ai réussi à le lire en détail et à l'analyser. Et du coup, j'ai fait ce travail aussi de prendre un petit carnet et de noter toutes les choses positives qu'il y avait. Bah tiens, je pourrais vous le lire d'ailleurs. Est-ce que j'ai mon carnet sous la main ? Voilà. Bon, j'ai galère à le retrouver parce que j'ai tellement de carnets. Et ils sont tous à fleurs, donc je cherche le carnet à fleurs. Ah, ils ont tous des fleurs. Bon, en même temps, je suis en train de relire ce que j'ai noté et je me dis que si je vous lis les compliments, ça fait un peu la meuf qui se jette des fleurs. Elle dit « Je me suis sentie extrêmement confortable dans votre roman et c'est un don rare. Vous avez le sens des descriptions, le don de faire jaillir pour nous des lieux qu'on a l'impression d'avoir toujours connus. » Bref, elle me fait quand même beaucoup de compliments. Et à côté de ça, elle a dit qu'elle a détesté le personnage principal. Elle a dit qu'elle s'était ennuyée. Et du coup, c'était vraiment très, très déroutant pour moi, très dur de lire ce mail parce que je me disais, mais comment elle peut l'avoir autant aimé et en même temps autant pas aimé. Et puis bon, le temps passant, je me suis dit que je pouvais quand même retenir 2 choses positives de cet email. La première, c'est que les 2 de la maison d'édition ont pris le temps de me dire on a vraiment envie de lire ce que vous faites après, donc envoyez-nous parce que je suis en train de travailler sur un 2e manuscrit en ce moment. Elles m'ont dit oui, envoyez-le nous, on le lira avec grande attention. Donc voilà, ça c'est très positif, c'est-à-dire que finalement elles ont quand même suffisamment trouvé d'intérêt dans ce premier manuscrit et d'après ce que j'ai compris du coup dans le style d'écriture pour avoir envie de lire la suite. Et alors quand je dis la suite, c'est pas la suite de l'histoire, mais voilà, de lire ce que j'écris par la suite
Et donc ça, c'est très positif, c'est une prise de contact, ça, c'est super chouette. Et la deuxième chose aussi que je retiens, c'est que, en fait, j'ai terminé de lire un livre hier d'une coach en écriture, voilà, qui donne des conseils sur la carrière d'auteur, d'autrice. Une des choses qu'elle disait, c'est arrêter d'avoir peur que des gens détestent votre roman. Parce qu'en fait, si vous publiez un livre et si vous en vendez, s'il n'y a pas juste votre mamie qui le lit, il y a des gens qui vont le détester. Et c'est très bien. Et en fait, s'il y a personne qui déteste votre roman, c'est que vous avez raté quelque chose, c'est que ce que vous avez fait, c'est que c'est fadasse. Et en fait, les livres qui ont le plus de succès, les plus gros best-sellers, c'est aussi ceux qui ont le plus de commentaires à 1 ou 2 étoiles sur 5. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils sont allés à fond dans ce qu'ils font. Et donc, il y a des gens qui vont pas aimer ça. Et c'est aussi quelque chose que j'essaye de retenir, de me dire, en fait, elle a pas aimé, par exemple, le fait que mon personnage, elle dit qu'il est mou du genou. Et quelque part, en fait, j'avais envie de dire, oui, c'est vraiment un choix très délibéré que j'ai fait d'avoir un personnage principal qui hésite. C'est un personnage qui est perdu. C'est un personnage qui est paumé. Et j'ai vraiment voulu incarner à fond cet aspect de sa personnalité dans le livre. Et c'est un choix que j'ai fait. Et c'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je me dis que ceux qui, comme moi, aiment bien les personnages qui hésitent, et je me suis inspirée d'histoires que j'aime où il y a des personnages qui hésitent comme ça, qui sont indécis. Ceux qui aiment l'indécision, ils aiment l'indécision. Et ceux qui aiment pas ça, ils aiment pas ça. Et voilà, j'ai essayé de me dire ça. Je vous avoue que c'est un peu... ça reste quand même très difficile pour moi. L'avantage, c'est que je me dis, ça y est, c'est fait. Je sais ce que ça fait de traverser ce type d'inconfort intense et je sais que de l'autre côté, je suis pas morte, tout va bien. Maintenant, ça fait 2 mois et voilà, je peux en parler avec légèreté, vraiment. Et du coup, je regarde vers le futur. Je me suis fait des petits objectifs pour 2024 et je me suis dit que au mois de juin, à la fin de l'année scolaire, je ferai un petit bilan. Très simple. Soit j'ai un contrat qui m'a été proposé, soit pas. Et si on m'a pas proposé de contrat d'édition, alors du coup, je me lancerai pour de vrai, sans regarder en arrière et avec beaucoup d'enthousiasme, dans de l'auto-édition pour ce titre-là, pour ce premier roman-là. J'ai très très envie de faire un crowdfunding et en fait, j'ai déjà plein d'idées de comment je pourrais faire ça de façon hyper fun et aussi professionnelle, en faisant appel à une correction professionnelle, en faisant faire la couverture par une illustratrice et créer un bel objet, un objet qui me plaise, quelque chose de très chouette, de vous embarquer aussi là-dedans, de faire, des lots avec des paquets de thé, des trucs, parce que donc ça se passe dans un musée du thé. Et donc en fait, voilà, c'était il y a 2 mois, depuis j'ai digéré, et maintenant, je regarde vers le futur et je me dis, c'est pas la fin de l'aventure, quoi. Puis bon, il y a aussi toutes les autres maisons d'édition à qui je l'ai envoyé à l'automne et qui ne m'ont pas encore répondu, et pour l'instant, j'ai pas eu de retour de cette deuxième salve d'envoi, mais je pense que ça devrait tomber au printemps, soit les refus, soit les plus si affinités, je ne sais pas. Bon, je vous ai longuement parlé du coup de cette lettre de refus. Visiblement, quand même, il y avait besoin d'un peu de débriefer. Mais je voudrais aussi vous faire un petit point d'étape sur mon deuxième manuscrit, dont le titre de travail est l'année nouvelle, parce que ça se passe exclusivement au Nouvel An, avec ses 5 narrateurs. Et donc, ce que je vous racontais dans le dernier épisode, c'est que je galérais beaucoup sur la toute fin du roman. C'est-à-dire que j'ai ce premier jet qui est terminé à 95%. Il me manquait le dernier chapitre et l'épilogue. Et puis aussi, j'avais des grosses décisions à prendre sur la réécriture et je me sentais quand même très coincée, quoi. Ça faisait des mois que je ramais. Et en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont aidée. La première, déjà, c'est de ne pas laisser tomber et de continuer à ramer. Et même si j'avais l'impression de ramer à contre-courant, j'avançais quand même un petit peu à chaque fois, à chaque séance de travail. Donc j'ai continué tous les vendredis après-midi à aller à la bibliothèque pour à chaque fois un peu m'arracher les cheveux, mais avancer quand même malgré tout. Mais surtout, ce qui m'a le plus aidé, c'est que ces derniers mois, j'ai mis en place de rencontrer des personnes sur Grenoble qui écrivent et de créer un espèce de petit groupe d'entraide, quoi. Et on s'est retrouvés avec 2 copines, plus en invité bonus mon chéri, pour faire un brainstorming. J'aurais dit là vraiment, je sens que j'ai besoin de parler de mon histoire avec d'autres personnes, d'avoir d'autres cerveaux qui réfléchissent avec moi. Et on a fait un brainstorming, je pense qu'on a dû faire 1 heure, 1 heure et demie, ça paraît pas grand-chose. À la fin, elles m'ont dit « Oh là là, on a l'impression qu'on t'a peut-être pas beaucoup aidé. » Et en fait, si. Sur le moment, j'avais pas l'impression qu'on avait trouvé des idées révolutionnaires ni rien. Mais en fait, dans les semaines qui ont suivi, ça a débloqué tout un tas de choses. Et je me rends compte que, c'est pas pour rien que j'aime les podcasts, les choses comme ça. L'oralité, ça m'aide énormément à réfléchir. Je réfléchis beaucoup en parlant.
et notamment en parlant avec d'autres personnes. Et juste 1 heure brainstorming, ça m'a fait plus avancer que 3 mois toute seule derrière mon ordi. Et là, j'ai enfin l'impression de sortir un petit peu la tête du sable. J'ai réussi à écrire une grande partie du dernier chapitre et de l'épilogue. Enfin, j'ai écrit par bribes en fait, mais voilà, j'ai plein d'idées de comment je pourrais avancer. J'ai pas encore tout à fait tout solutionné. Il y a encore des questions qui restent un petit peu en suspens. Je sais pas trop tel personnage exactement ce qui va lui arriver à tel moment. Mais vraiment, j'en suis plus du tout au même stade qu'il y a 2 mois. Et ça fait plaisir, vraiment. Surtout que, donc là, j'enregistre ça, on est samedi. Et à la fin de la semaine prochaine, je suis en vacances. Je me suis pris 1 semaine de vacances. Et avec une copine, on a dit qu'on allait faire une retraite créative. Alors, je dis créative parce que c'est pas forcément pour écrire, elle fait aussi de l'illustration. Et donc, on va aller 1 semaine dans l'Hérault. Et j'ai trop hâte parce que du coup, là, j'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir en mettre un bon coup et enfin avancer dans cette réécriture. Et notamment, comme on y va en voiture, je compte bien la piéger pendant le trajet en voiture jusque dans l'Hérault pour refaire un brainstorming pour pouvoir commencer la semaine du bon pied. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 30 de la page sensible jusqu'au bout. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, peut-être qu'il sera un petit peu plus long que d'habitude. Je me demande, est-ce que vous aussi, vous aimez la littérature ado ? Est-ce que vous aussi, vous vous intéressez à la littérature ado, comme moi, depuis quelques temps ? Est-ce que vous avez peut-être des romans à me recommander dans le genre du young adulte, donc contemporain ? Parce qu'il y a beaucoup de young adultes fantasy, la littérature de l'imaginaire. Moi, c'est pas trop ce que j'aime lire. Mais voilà. Est-ce que vous avez peut-être aussi des livres à me recommander, des romans autour du thème de l'autisme ? En tout cas, si vous avez des idées, vous pouvez me les envoyer en commentaire, sur le blog du podcast ou bien sur Instagram, @la page sensible tout attaché. Ou tout simplement, si vous voulez me faire des retours sur le podcast, j'aime beaucoup quand vous prenez le temps de le faire parce que c'est vrai que ça me donne un peu moins l'impression de parler toute seule. Et pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter qui est pleine de bonne humeur et c'est en cliquant sur le lien qui est dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui sortira dès le mois de mars parce que c'est un épisode spécial. J'ai un petit partenariat avec un autre podcast qui s'appelle La Croqueuse de Livres et avec le Printemps du Livre de Grenoble, qui est un festival littéraire qui accueille chaque année des dizaines d'auteurs et d'autrices. Et dans ce cadre-là, on va mener des interviews d'auteurs et d'autrices. Et on devrait commencer, rien n'est officiel encore, mais avec un auteur qui m'a beaucoup touchée. Vraiment, son livre m'a parlé à plein de niveaux différents. Et j'ai très 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 hâte de vous faire découvrir ou redécouvrir cette lecture. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.